Circé Barbeza-Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate au Conseil d'État. On va parler un peu de vous. Vous avez 33 ans, vous êtes archéologue. C'est assez rare dans le monde politique, hein. Il y a beaucoup de juristes, il y a peu d'archéologues. Député depuis 2017, groupe Les Libres, 4 députés. Vous êtes aussi conseillère communale à B. Première expérience cantonale avec cette législature. Quel est le premier bilan que vous tirez ? Alors je dirais que d'être avec des indépendants et dans un petit groupe, rempli d'idées mais petit, ça fait une vision de la députation très particulière parce que énormément de travail, puisqu'on décortique beaucoup d'objets, comme on n'a on n'a plus de commissaires depuis une année dans les commissions, mais même auparavant on décortique beaucoup de sujets par rapport au gros groupe. Il faut être 5 pour participer aux commissions. On est arrivé à 4. Mais du coup, oui, très intéressant parce que une vision plutôt globale des problématiques. Comment on arrive à peser, comme tous les autres députés, vous déposez des choses, des motions, des postulats, etc. Est-ce qu'on arrive à peser d'une certaine façon quand on est dans un groupe minoritaire comme ça ? Alors je dirais qu'il faut trouver les bons mots, les compromis, et puis aller discuter avec les personnes intéressées ou potentiellement intéressées par notre sujet. Et du coup, il faut trouver des alliances, mais qui est un mot que j'aime bien, donc faut s'allier. Votre déclic politique, quel est-il ? On pose la question à tout le monde. Ce moment où on se dit, bah oui, la chose publique m'intéresse, j'ai un rôle à y jouer. Alors je dirais que moi je suis un peu Obélix comme ça, mais au féminin. Je suis tombée dedans en étant toute petite parce que je suis issue d'une famille de politiciens. J'ai eu des conseillers radicaux, j'ai eu un député radical, j'ai eu ma maman qui était à la constituante en tant que libérale. J'ai ma grande-tante qui était conseillère communale radicale, ma tante qui était conseillère communale radicale. Donc, les dimanches midi, la politique était un sujet de discussion. Mais donc, il n'y avait pas un cousin socialiste pour alimenter un petit peu la discussion, hein. Tout ça reste très à droite. Alors, à l'époque, c'était très à droite. Puis, finalement, il y a eu changement, virage plutôt centriste. On va quand même dire qu'il y a eu Guillaume Albert Houriet, qui est mon cousin, qui lui était plutôt côté anarchiste aussi. Donc non, on a eu une vision, on va dire, plutôt libérale, de par les professions aussi des personnes de ma famille. Mais voilà, un tout politique depuis toute petite. Bon, un parcours qui va peut-être à rebours du monde, hein. Le monde se polarise de plus en plus. On va vers soit la droite, soit la gauche. Vous allez vers le centre. Est-ce qu'il a encore un sens, ce centre ? Oui, alors moi, en plus, ce qui est très particulier, c'est que j'ai commencé, je pense, pour faire une petite révolution familiale, j'ai commencé par être conseillère communale socialiste pendant 2 ans à B, avant de continuer mes études à Neuchâtel, donc j'étais toute jeune. Et je pense que le centre, c'est un grand mot, mais c'est hétéroclite. Et c'est des gens qui vont chercher les bonnes idées au bon endroit, selon les sujets. Et je pense que oui, il est important pour casser justement cette polarisation. En général, on dit le centre, c'est la droite. Comment vous prenez cette affirmation un peu péremptoire ? Alors, je dirais qu'en tout cas, je viens de faire mon Smart Spider. Le centre peut être aussi un centre gauche. Bon, Circé Barbeza-Fuchs, vous êtes candidate au Conseil d'État, vous êtes aussi candidate à la réélection au Grand Conseil sur cette liste chablaisienne, hein, assez unique, Alliance du Centre du Chablais, ACDC, avec un enjeu cette fois-ci, il y a un siège de moins. Il y en avait un de plus il y a 5 ans, il vous a bénéficié, c'est vous qui l'avez eu. Il y en a un de moins cette fois-ci. Cette candidature au Conseil d'État, elle est là pour pousser la candidature au Grand Conseil à ne pas perdre ce siège ? Alors, je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça. À mon avis, nous, chez Les Libres, on voulait mettre quelqu'un pour être visible parce que, soyons clairs, si on ne met pas quelqu'un au Conseil d'État, c'est très très difficile d'être visible médiatiquement parlant. Et pour pouvoir parler de nos idées, il fallait quelqu'un au Conseil d'État. Il y a eu discussion au sein des 4 députés Les Libres, pour être très franche avec vous. Et ils ont dit qu'effectivement, comme le Chablais était en mal au niveau centre, eh ben, ils me laissaient la priorité.
Et vous avez donc accepté ce challenge. On pose la même question à tous ceux qui passent devant ce micro, toutes celles et ceux qui passent devant ce micro. Si vous aviez les clés, hein, la baguette magique, vous êtes au Conseil d'État, vous pouvez décider, il n'y a pas de tracas parlementaire, la réforme ou la décision s'applique immédiatement. Qu'est-ce que vous aimeriez amener très vite à ce canton ? Alors, je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit juste avant. Je dirais qu'il faudrait une meilleure représentativité de la périphérie, et donc que la périphérie ait une plus grande importance au sein du Parlement, avec une meilleure représentation des députés. Pas qu'il y ait vraiment les centres urbains surreprésentés, comme malheureusement ça peut se ressentir ces derniers temps avec 25 députés et députés lausannois, contre 8 de la Broye, 8 du Gros-de-Vaud et 8 du coup maintenant du district d'Aigle. Ça, c'est une réforme institutionnelle. Tout cela répond aux réalités démographiques, hein, et c'est le seul calcul. Et vous dites, le danger, c'est comme les villes et les régions-villes, en somme, hein, ont tendance à augmenter. On risque d'avoir une césure et plus de représentativité des villes par rapport aux régions plus périphériques. Oui. Quelle est la solution pour ça ? Il faut un changement institutionnel qui garantirait, par exemple, un certain nombre de sièges à des régions ? Oui, alors ça se fait déjà avec la Vallée de Joux, notamment, et le Pays d'en Haut. Alors, ils ont le droit à 2 sièges. Les sous-arrondissements ? Les sous-arrondissements. Je pense qu'effectivement, il faudrait un barème d'un nombre de députés, 10 par exemple, par région, et ensuite la population et la densité démographique rentrerait en compte pour le reste de la députation des districts. Oui, avec en plus des quorums qui sont différents. Hein. C'est clair que moins on a de sièges disponibles, plus il faut faire un score haut pour les petites représentations politiques. Les petits partis, c'est aussi plus compliqué. Exactement. Par exemple, là, pour parler de mon seul district que je connais bien, c'est 12,5%. Pour avoir un siège sans que la proportionnelle entre en compte, contrairement à Lausanne où c'est 2,5%. Voilà, Morges, 5%, je crois, donc des Voilà. disparités très fortes, hein, pour les petites formations politiques. On va parler de développement durable. J'ai vu dans le programme ACDC, vous dites développement durable, c'est bien, on a les objectifs, mais l'État ne donne pas l'exemple. Il ne donne pas l'exemple ? Je pense qu'il propose des solutions, mais que non, effectivement, dans certains domaines, il ne donne pas l'exemple. Notamment, un domaine qui pourrait être très simple, c'est la flotte, entre guillemets, automobile de l'État de Vaud pourrait être électrique. Il pourrait y avoir des bornes, par exemple, autour de ce château et du Parlement. C'est un peu vide à l'heure actuelle pour charger une voiture électrique. Alors, je sais que Lausanne discute pour que les voitures sortent de Lausanne, donc ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, il y a des petites choses, aussi tous les toits étatiques, non classés, parce que là, il y a d'autres normes, mais pourraient être avec des panneaux solaires et des panneaux thermiques notamment. Alors ça, justement, vous m'offrez le rebond. Hein. Je voulais justement... Vous êtes archéologue, je le disais, c'est assez rare en politique. Le patrimoine, donc, vous est cher, a priori. Et puis, en même temps, il y a ce besoin, cette nécessité que vous relevez aussi sur votre liste du développement durable, de plus d'efficience énergétique, de plus de panneaux solaires sur tous les toits. Ce moment où on se dit, ce bâtiment-là, il faut le préserver absolument, ou au contraire, il faut aussi l'adapter. Je ne parle pas seulement des bâtiments de l'État, évidemment, mais il y a plein de vieilles maisons dans ce canton. Quelle est la frontière ? Alors, je pense qu'elle est très tenue et c'est très compliqué. Là, on est dans un bâtiment étatique, le Château Saint-Mère, où effectivement il y a modernité et ancienneté ensemble. Mais je pense que pour les propriétaires privés, ils voient tout de suite un coût très élevé quand ils veulent faire de l'isolation par rapport à quelqu'un qui construit une maison Minergie, par exemple, mais quelqu'un qui a hérité d'une vieille bâtisse. Et il ne faut pas que ça soit un frein, sinon on va avoir des maisons vides. Et c'est le pire. On voit des centres, par exemple en France, qui sont complètement classés à l'UNESCO, qui sont vides, puisque plus personne ne veut rénover. Et je pense qu'il faut que le patrimoine fasse un pas, mais aussi que ceux qui sont pour le développement durable comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire selon le type de maison ou par exemple le type de toit. Parce que s'il y a un toit à 8 pans, 10 pans, les panneaux solaires n'arrivent pas à entrer dans cette catégorie de maison. Pas de panneaux solaires sur le château d'Aigle ou le château de Chillon. Voilà, je pense qu'il faudra attendre un moment. Il y a par exemple des idées de tuiles qui arrivent gentiment ou de la peinture qui arrive gentiment. Donc peut-être qu'on pourra trouver à l'avenir des solutions.
Quelles sont-elles justement ces solutions quand on parle de défense de l'environnement, d'enjeux climatiques? On a toujours cette double notion de contrainte ou d'incitation, hein. Vous êtes plutôt vers l'incitation, j'imagine, mais un peu de contrainte aussi? Oui, je pense qu'il y a par moment, il faut contraindre, malheureusement. Alors, ça s'est fait par exemple avec la taxe poubelle, enfin la taxe au sac, qui est une contrainte où finalement pollueur-payeur, tout le monde paye 2 francs son sac poubelle. Ce type de contrainte est bien parce que tout le monde est concerné, mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne la base complète et qu'on soit vraiment dans un monde de contraintes. Il faut que les gens se sentent en adéquation avec ce qu'on propose et qu'ils comprennent pourquoi on le fait. Et c'est ça qui est difficile à trouver comme dialogue à l'heure actuelle. Il y a cette notion d'embarquer les gens, hein, dans l'idée, notamment les gens les plus modestes, qui souvent voient ces contraintes-là comme une charge qui est réelle, hein. Vous parliez de la taxe au sac, c'est devenu une charge réelle. Comment on fait là pour embarquer? Je pense que ce qui est très difficile en plus dans notre monde globalisé, c'est tout ce qu'on peut voir aussi à travers les écrans et les influenceurs, par exemple, qui font Dubaï, Paris 6 fois par an, et qu'en échange des gens qui ont beaucoup moins de moyens qu'eux, on leur demande en plus de payer. Mais je pense que c'est en montrant qu'on peut faire un effort collectif et que l'effort collectif paye que ça peut fonctionner. Mais il faut pour ça ne pas dire maintenant c'est interdit, mais vraiment dialoguer avec les gens et leur expliquer pourquoi il y a eu cette décision. Parler de la pollution des plus riches. Bon, là, vous parliez des influenceurs, c'est pas forcément des riches, mais enfin, on sait que plus la classe sociale augmente, plus la charge carbone, la charge sur le climat est forte. Est-ce qu'il faut revoir un peu les systèmes d'imposition pour aller taxer les riches? Là, je parle à la jeune Circé Barbeza-Fuchs, qui était conseillère communale socialiste. Alors, je pense qu'il faut pas. On a aussi besoin de riches, donc il faut l'assumer. Je pense qu'effectivement, on devrait plus les taxer, mais on ne devrait pas faire en sorte qu'ils fuient notre pays et notre canton. Donc ça aussi, c'est compliqué, et je comprends qu'il y ait des tensions de façon régulière entre ces questions d'imposition, parce qu'il faut trouver un système qui puisse plaire au plus grand nombre pour que l'économie du canton et du pays fonctionne. Politique familiale, qu'est-ce qu'il faut amener dans ce canton pour plus de sérénité finalement? On parle de l'accession des femmes au monde du travail, on parle du simple luxe pour certains qui est d'envisager un enfant, hein, point de vue de logement, point de vue de toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous pourriez amener? Alors pour moi, je pense qu'un des gros points, mais qui se voit dans plusieurs programmes politiques, c'est l'accueil de jour. On a fait des progrès. Il y a toujours cette promesse de l'école en continu, mais qui n'est pas encore là. Et je pense que ça peut faciliter parce que, comme on l'a dit auparavant, il y a des régions périphériques et des gens qui travaillent au centre urbain. Mais quand une crèche ferme à 18h30, c'est compliqué selon les horaires. Et je pense qu'il faudrait étendre ces horaires de crèche, mais aussi revoir le système de financement de ces crèches, parce que pour certains ménages, les crèches représentent environ 25% d'un revenu annuel, ce qui est beaucoup trop élevé. Et du coup, une personne du ménage décide de renoncer à son activité économique. Et on va dire que dans la majorité du temps, c'est les femmes qui renoncent au travail. Justement, je vois un point conditions féminines aussi dans le programme ACDC. La lutte pour l'égalité, elle aussi, a progressé, a bien progressé. Il reste toujours l'écueil de l'égalité salariale. Il y en a d'autres aussi, évidemment. Qu'est-ce qui est à faire, là, selon vous? Alors, nous sommes pour l'imposition individuelle. Nous soutenons cette idée-là pour que justement tout revenu soit valorisé et que les plus petits revenus comptent aussi et chacun ait sa déclaration d'impôt. C'est un peu comme la taxe poubelle pour moi, c'est chacun est responsable, chacun travaille et donc est valorisé par le travail. Et un autre point... Ce qui éviterait qu'on ait à renoncer à un job exactement, qui est souvent celui de la conjointe. Hein. Voilà, qui pour un système de seuil tout simplement. Si tout à coup la conjointe travaille juste un tout petit peu, ça fait augmenter les impôts d'un coup. Et je pense un autre point aussi important, c'est la valorisation des acquis, parce que beaucoup de femmes renoncent à leur métier
pour aider leurs conjoints autant dans leur start-up ou lancement d'entreprise, ou alors les femmes d'agriculteurs. Et elles n'ont pas de valorisation d'acquis si tout à coup l'entreprise fait faillite, malheureusement, ou s'il y a divorce chez les agriculteurs. Mais aussi pour toutes ces femmes qui ont pendant un certain temps arrêté de travailler de façon rémunérée pour élever les enfants et qui ont fait beaucoup de travail bénévole, qui lui non plus en fait ne correspond à rien sur un CV. Ça fait 5-10 ans de pages blanches et donc c'est très compliqué à revenir dans le monde du travail sans cette valorisation des acquis. Merci à vous, Circé Barbeza-Fuchs. Bonne fin de campagne. Merci à vous, au revoir.